sans plus tarder, je voudrais vous entretenir maintenant pendant quelques minutes, c'est la deuxième fois de la journée, sur un phénomène qui s'appelle la guerre des narratifs. Qu'est-ce que c'est qu'un narratif? Un narratif, c'est une manière de raconter une histoire, c'est une forme qui est donnée à une histoire. Le narratif, c'est l'organisation des événements en vue de faire que ces événements fonctionnent en fonction de nos intérêts. Narrer une histoire, c'est l'organiser de telle façon qu'elle aboutisse à l'objectif que l'on se fixe. D'une certaine façon, le terrain de la communication politique est celui de la guerre des narratifs. Un narratif est un système d'idées organisant les faits de telle façon que ceux-ci permettent de défendre une idéologie. Et qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? C'est un système de pensée ayant pour but de défendre les intérêts d'une catégorie sociale, d'une classe sociale. Donc le narratif, c'est-à-dire la manière de raconter les faits, de raconter l'histoire, de dire le monde, est au service systématique d'une idéologie, c'est-à-dire d'intérêts précis d'une catégorie ou de plusieurs catégories sociales précises. Aujourd'hui, sur le terrain africain, il y a un conflit entre plusieurs narratifs, c'est-à-dire, en fait, entre plusieurs idéologies. Le narratif incarné par le pouvoir de la République française, c'est le narratif néocolonialiste. Le narratif du néocolonialisme a pour but de dire que globalement tout va bien et que seuls des haineux sont là à attiser un ressentiment contre la France en Afrique, alors même que les relations entre la France et l'Afrique sont des relations parfaites, bienheureuses, des relations métissées, mixées, des relations harmonieuses. Le narratif néocolonialiste incarné par Macron consiste à dire que ceux qui critiquent la politique africaine de la France sont seulement des ennemis du peuple français, des ennemis de la nation française, des ennemis de la race blanche, donc des racistes. Bref, c'est un narratif qui consiste à nier le contentieux historique franco-africain. Quel est le contentieux historique franco-africain que le narratif néocolonialiste incarné par Macron et tous les présidents d'ailleurs de la Ve République et même tous les chefs d'État français depuis pratiquement le 19e siècle? Quel est ce narratif? Ce narratif consiste à nier que la France est coupable de crimes contre l'humanité africaine puisqu'elle a abondamment pratiqué et profité de la traite négrière. Le narratif néocolonialiste consiste à nier que la France soit coupable de crimes de guerre, de crimes économiques, de crimes contre l'humanité en raison de la barbarie coloniale qu'elle a perpétrée à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle contre de nombreux peuples africains, asiatiques, américains, sans compter ceux qui sont dans les îles des océans Atlantique et Indien. Le narratif néocolonialiste consiste à dire que depuis 1960, avec les pseudo-indépendances qui ont été ourdies par De Gaulle et son homme de main Focard, au détriment des peuples africains, puisqu'on les disait indépendants alors qu'en même temps on les maintenait sous occupation militaire, sous domination monétaire. On continuait à imposer des valets du colonialisme français à la tête de plusieurs pays africains et à assassiner les héros de la libération africaine. Et on continuait le matraquage culturel, la répression culturelle de l'innovation africanophone et afrocentrée. Donc, le narratif néocolonialiste consiste à dire la traite négrière, c'est pas grave. La colonisation, c'est pas grave. Les accords de coopération et de défense néocoloniaux qui ont permis de piller l'Afrique depuis les années 60 jusqu'à nos jours, c'est pas non plus très grave. Ce qui est par contre grave, ce sont ceux qui dénoncent cette triple tragédie. Ce sont ceux qui dénoncent le système mafieux de la France-Afrique. Ceux-là, on décrète qu'ils sont des ennemis de la France, on décrète que ce sont des gens qui attisent la haine, et on ne veut pas voir que ces gens parlent de choses qui relèvent du domaine de la vérité, du domaine de la justice et du domaine de la solidarité humaine. Voilà le narratif néocolonialiste dont M. Macron est le grand défenseur, le narratif néocolonialiste. Globalement, le narratif néocolonialiste dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Tout va bien, dans le meilleur des mondes possibles, comme le disait le personnage de Pangloss dans le conte philosophique de Voltaire intitulé « Candide ». Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tel est le mantra de la France-Afrique, tel est le mantra de Macron, c'était le mantra,
de Hollande, le mantra de Sarkozy, c'était le mantra de Chirac, c'était le mantra de Mitterrand, le mantra de Giscard, c'était le mantra de Pompidou, le mantra de De Gaulle. Et avant eux, l'élite politique française considérait le fait colonial comme au contraire un fait de bravoure, comme un acte de mission civilisatrice, et globalement il en était fier. L'Empire français était extrêmement orgueilleux. Bon. Le problème qui se pose aujourd'hui aux dirigeants français, c'est qu'ils sont confrontés à un narratif plus puissant que le narratif néocolonialiste. Ce narratif plus puissant, c'est le narratif panafricaniste, dont nous sommes par exemple défenseurs. Selon ce narratif, aucune relation authentiquement fraternelle, aucune relation authentiquement libre et égalitaire ne sera possible entre l'Afrique et quelque pays du monde que ce soit si entre l'Afrique et ce pays ne sont pas soldées toutes les blessures du contentieux historique. Selon le narratif panafricaniste, qui affirme la dignité de l'homme et de la femme noire sur tous les continents de cette planète, il est absolument important que les relations internationales entre les pays africains et les pays non africains soient fondées sur la vérité, donc la reconnaissance des tragédies qui ont été perpétrées, la justice, c'est-à-dire la condamnation et la réparation des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes économiques qui ont été perpétrés contre l'Afrique. Et les relations internationales doivent être frappées au coin du principe de solidarité, c'est-à-dire de la réciprocité, du respect mutuel, de l'acceptation du compromis, de la négociation. Nous devons sortir résolument des relations asymétriques. On a donc le narratif néocolonialiste, défendu par Macron et tous ses ministres, et on a le narratif panafricaniste que nous défendons, avec tous les intellectuels, militants, activistes, mais surtout aussi avec les leaders politiques panafricanistes qui, aujourd'hui, sont massivement à la tête des pays de l'Alliance des États du Sahel. Je pense au président Goïta, Traoré et Tiani. Il faut que vous preniez conscience, vous qui m'écoutez maintenant, Africaines, Africains, Européennes, Européens, Américaines, Américains, Asiatiques, que vous soyez dans les îles des océans Atlantiques ou Indiens, vous qui m'écoutez, il faut que vous preniez conscience du fait que vous êtes pris en sandwich entre ces deux narratifs et que vous êtes sommé de choisir entre l'un ou l'autre ou d'en inventer un troisième qui vous conviendrait. Il est impossible que vous ne soyez pas au contact de l'un ou l'autre de ces deux narratifs. Il est impossible que vous ne soyez pas dans l'obligation de choisir entre l'un ou l'autre de ces deux narratifs. Ou que vous ne vous trouviez pas dans l'obligation d'inventer un narratif intermédiaire qui aurait de votre point de vue les avantages des deux narratifs opposés et qui n'aurait aucun inconvénient de ces narratifs opposés. Mais je vous préviens, le troisième narratif n'existe pas. Vous êtes sommé en réalité de choisir entre dire que le fait qu'on ait commercialisé des dizaines de millions de Noirs, c'est pas grave, la vie continue. Il est arrivé d'autres malheurs à l'humanité vit toujours. Vous pouvez choisir de dire que la colonisation, plus de 200 ans de barbarie, de massacres, de pillages, que tout cela, c'est pas grave. Il y a eu des colonisations en Europe, en Asie, il y a eu des colonisations sur d'autres continents. Vous pouvez décider de dire c'est pas grave. Vous pouvez décider de dire que depuis 1960, les puissances de l'OTAN, en particulier la France, tout singulièrement, ça donne au jeu de massacre contre les Africains. Ils tuent les leaders africains, ils tuent les intellectuels africains, ils tuent les indépendantistes africains, ils organisent des guerres civiles en Afrique, ils aident les Africains à s'entretuer, ils organisent des pillages du pétrole, de l'uranium, du gaz, du coltan. Vous pouvez décider de dire, c'est pas bien grave tout ça, on peut quand même s'entendre et avancer. À ce moment, vous appartenez au narratif néocolonialiste. À ce moment, vous pouvez vous entendre avec Macron. Vous pouvez vous entendre avec les ministres de l'économie et des finances et les ministres de l'Intérieur de Macron qui ont signé l'arrêté scélérat contre moi. Parce que moi, je défends le narratif opposé à ce narratif-là. Je dis que nous, Africains, vivant en Amérique, en Europe, en Asie, nous, Africains vivant en Afrique, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens, nous ne pouvons pas continuer à vivre normalement sans avoir tiré au clair
les grands actes de barbarie dont nous avons été collectivement victimes et sans nous donner les moyens d'empêcher que cette barbarie se reproduise. Macron me persécute. Macron se livre à la chasse à l'homme, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, parce que cet homme incarne le contre-narratif, l'anti-narratif. Je suis opposé au néocolonialisme français, je suis opposé à l'impérialisme depuis mes 19 ans. Et en réalité, c'est le couronnement de tous les travaux que j'ai menés, de toutes les publications que j'ai faites, de toutes les conférences que j'ai faites, de toutes les adhésions, tous les engagements politiques que j'ai faits. C'est ce couronnement qui est en jeu maintenant. Macron reconnaît que j'ai acquis une notoriété internationale, mais comment l'ai-je acquise? En combattant le narratif néocolonialiste français. Alors, en tant que panafricanistes, nous estimons au contraire qu'il faut tirer au clair la traite négrière, tirer au clair la colonisation, qu'il faut mettre fin aux accords néocoloniaux, qu'il faut vider le sol africain des troupes néocolonialistes et impérialistes de toutes les puissances négrières coloniales, néocolonialistes et impérialistes. Nous pensons qu'il faut mettre en place des tribunaux permettant d'évaluer le manque à gagner de l'Afrique et d'imposer cela comme une condition du renouveau des relations internationales entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et nous pensons que le droit international à venir sera un droit partant du paradigme, non pas du monde unipolaire sous hégémonie occidentale, mais un droit multipolaire dans lequel l'Occident, l'Orient, n'importe quelle partie du monde n'aura pas à imposer ses normes de civilisation aux autres. Dans lequel, en réalité, l'espace international sera un lieu de reconnaissance mutuelle, de négociation, un lieu de compromis, un lieu de respect réciproque, afin d'assurer, justement par cet équilibre multipolaire du monde nouveau, une paix internationale acceptable, quoique jamais parfaite. Voilà les deux récits qui s'affrontent. Le récit ou le narratif, si vous le voulez, néocolonialiste, incarné par la France de Macron, mais il est incarné par Trump, il est incarné par l'Union européenne, il est même encore incarné par l'ONU, dans la mesure où l'ONU est dominée par les puissances occidentales. Et puis, en face, le narratif panafricaniste. Celui-là qui vient, de nos ancêtres qui combattaient comme esclaves marrons, de ceux qui ont résisté à la pénétration coloniale dans l'Afrique du Nord, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique australe, etc. Ce narratif qui nous vient des résistants, du XXe siècle, des résistants qui créent le mouvement, l'idéologie panafricaniste en Amérique, en Europe, et ensuite qui la greffent à travers le mouvement de la négritude aux luttes pour l'indépendance africaine. Ce narratif qui nous vient des grands Africains de l'histoire qui ont résisté au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental, et qui ont affirmé l'égalité, l'humanité de l'homme et de la femme africain contre vents et marées, et parfois au prix du sacrifice de leur vie. Ce narratif-là, on ne l'adopte pas si on n'est pas amoureux de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine. Ce n'est pas un narratif monté de toutes pièces. C'est un narratif qui se base sur la vérité historique. C'est un narratif qui se base sur les normes de justice que tout être humain, correctement cultivé, considérerait comme légitimes. Notamment cette grande norme de la morale, qui est aussi celle de la justice et qui dit « Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent ». Le narratif panafricaniste a l'avantage d'être authentique. Ce n'est pas un narratif de mauvaise foi. Ce n'est pas un narratif tiré par les cheveux. Ce n'est pas un narratif fabriqué, monté de toutes pièces. Non. C'est un narratif fondé sur les tragédies réelles de notre histoire et sur la volonté de les surmonter en créant un monde où nous imposons aux autres, à défaut de nous craindre, à défaut de nous respecter, du moins de nous craindre. Bon. Maintenant, dans la deuxième et dernière partie de cette intervention, une fois que je vous ai fait comprendre pourquoi Macron me combat, parce que moi, je suis un penseur du narratif panafricaniste, je suis un démolisseur, un déconstructeur du narratif néocolonialiste. Vous comprenez qu'il décide littéralement de me considérer comme un homme à abattre, parce qu'en réalité, il considère que c'est par ma faute que les Africains n'écoutent plus la France. C'est par ma faute que les Africains ne croient plus à la France. C'est par ma faute que les Africains ne se laissent plus voler leur uranium.
ne se laissent plus voler leur pétrole, leur or, comme la France l'a fait, nous le rappelle Jacques Chirac depuis des siècles, c'est par ma faute et celle de tous les autres panafricanistes, militants, activistes, leaders politiques, c'est par notre faute. Et par conséquent, le raisonnement des néocolonialistes français, c'est qu'en nous abattant, en nous éliminant, ils pourront recommencer à mentir et vous pourrez recommencer à les croire. Alors, ils ont juste un petit problème, c'est que vous ne les croyez plus. L'Afrique a fermé ses oreilles à tout ce qui se dit à Paris. Alors que tout au long du XXe siècle, j'ai bientôt 54 ans plein, pour vérifier une information en Afrique, on essayait de savoir si RFI l'avait dit. On essayait de savoir si l'AFP en avait parlé. On essayait de savoir si BBC l'avait dit. Si le Washington, la voix de l'Amérique l'avait dit. On essayait de savoir si c'était passé sur la Deutsche Welle. On essayait de savoir si vraiment, je ne sais pas, les radios italiennes, on essayait de savoir si la Deutsche Welle, si les radios allemandes l'avaient dit. Et c'est seulement après avoir su si les grands médias français, britanniques, belges, allemands, italiens, américains l'avaient dit, c'est seulement après avoir su ce qu'ils avaient dit qu'on revenait en Afrique dire alors c'est vrai parce qu'ils l'ont dit. Ce monde-là a disparu. Les Africains ne cherchent plus à savoir ce que Paris pense de ce qu'il pense. Les Africains ne cherchent plus à savoir ce que Bruxelles pense de ce qu'il pense. Ils ne cherchent plus à savoir ce que Washington pense de ce qu'il pense. Les Africains se fichent pas mal de savoir ce qu'on pense à Londres de ce qu'ils pensent. D'abord, c'est un phénomène nouveau qui est arrivé trop vite pour les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux. Les Africains pensent ce qu'ils veulent bien penser. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils soient délivrés par là du narratif néocolonialiste, impérialiste. Mais ils sont quand même délivrés du mauvais réflexe qui consistait à savoir ce que le maître néocolon, le maître colon, le maître esclavagiste, le maître négrier pense, avant de penser. Donc, on est à une ère nouvelle où les Africains s'écoutent entre eux. Les Africains écoutent les Africains. Par exemple, là, vous êtes pratiquement maintenant 20 000 personnes en direct de cette émission, en potentiel. Et plus tard, c'est une émission qui aura été écoutée par 50 000, 100 000 en moyenne de personnes. Mais c'est autant de personnes qui ne sont pas en train d'écouter RFI, France 24, BBC, Deutsche Welle, Washington, machin. En fait, le simple fait que nous nous écoutions entre nous-mêmes a débranché le néocolonialisme français, a débranché l'impérialisme occidental. L'impérialisme occidental n'est plus dans nos oreilles. On ne l'entend plus. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'entendre autre chose, de s'entendre nous-mêmes. Parfois, ne pas être d'accord entre nous-mêmes, mais discuter de nos affaires entre nous-mêmes. Pendant longtemps même, certains Africains essayaient encore, en croyant que c'est par là qu'ils allaient prospérer sur les réseaux sociaux, d'essayer de publier sur leur page les contenus des plus grands experts africanistes américains, les plus grands experts africanistes européens, les plus grands experts africanistes français, les plus grands experts africanistes, je ne sais pas, chinois. Mais tout le monde voit très bien que ça ne marche pas. Ce n'est pas que les Africains ne sont pas intéressés par l'expertise de tous les autres continents, mais les Africains s'intéressent d'abord à ce que les Africains pensent. Parce qu'ils savent qu'on nous a suffisamment eu en nous imposant de penser comme les maîtres négriers, comme les maîtres colons, comme les maîtres néocolons et impérialistes. Certes, il y a encore ces fameuses peaux noires, masques blancs dont parlait France Fanon dans son livre du même nom, d'accord, qui, avec une apparence bien sûr africaine, continue à répéter la dictée stupide du maître négrier, du maître colonial, du maître néocolonial et impérialiste. Mais même dans la bouche de ces Africains complètement décérébrés, comme ceux qui ont été rassemblés lors de la foire de Montpellier, il y a cette volonté de dire quelque chose à l'Afrique qui ne dépend pas de ce que le maître colon français, le maître colon européen, le maître colon américain leur a dit. Donc Macron tombe dans une époque extrêmement difficile. Il n'a pas de chance. Les précédents dirigeants de la République française bénéficiaient encore d'un rapport de force favorable aux médias occidentaux par rapport aux opinions africaines. Là, tout est inversé. L'opinion africaine se fait sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ne sont pas maîtrisés par France 24, par RFI. Ils ne sont pas maîtrisés par BBC, ils ne sont pas maîtrisés par la Deutsche Welle. Ils ne sont maîtrisés par aucun des médias mainstream
du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental. Ils ont perdu le pouvoir. C'est-à-dire que même quand ils essayent de coloniser les plateformes comme YouTube, comme Facebook, comme TikTok, ils y sont vaincus par la résistance et la résilience des opinions africaines qui ne veulent plus les entendre. Les seules nouvelles qui intéressent aujourd'hui les Africains sur Macron, c'est d'apprendre éventuellement qu'il s'est repris une claque. Ça amuse les Africains. Mais franchement, si vous dites aux Africains, Emmanuel Macron, président français, donne un discours aujourd'hui en Allemagne, les Africains ne sont pas intéressés par ça. Parce qu'ils savent que de toutes les façons, ce qu'il dit n'a aucune valeur. C'est un homme politique à la parole complètement discrédité par ses incohérences, ses contradictions, ses gaffes, par ses bourdes, par son incompétence. Donc, on ne l'écoute plus. Ben, ne venez pas dire aux Africains, il y a qui ça, Starmer, le Premier ministre britannique qui parle. On s'en fout. Mais je vous dis que dans les années 80, moi j'ai grandi dans les années donc 70, 80 et 90 dans mon pays natal, le Cameroun, ensuite la Côte d'Ivoire, avant de m'installer en France en 2000. Mais je vous dis que dans les années 70, dans les années 80, on nous demandait de nous taire pendant des heures et des heures. À la maison, quand RFI était en train de parler, ou la voix de l'Amérique, ou la voix de l'Allemagne, la Deutsche, on devait se taire. Je vous dis, il y avait un silence religieux. Souvenez-vous dans toutes les familles africaines où il y avait ne serait-ce qu'un poste radio qui captait les chaînes internationales. Vous connaissez le quart d'heure où le vieux disait qu'il ne veut pas entendre quelqu'un? Mais c'est le quart d'heure où on entendait la dictée sur la nature de la vérité sur l'ordre international qui était débité par RFI, qui était débité par Radio France, et qui était débité par BBC, la voix de l'Allemagne, la voix de l'Amérique, etc., etc. C'est terminé ça. Hein? Vous qui êtes en Afrique aujourd'hui, est-ce que vous avez, je parle aux jeunes, aux enfants, je ne sais pas, de 15 ans, 20 ans, est-ce que vous avez encore ce moment où le vieux dit, taisez-vous, RFI parle? Nous, on a connu l'époque où il y avait un respect obséquieux de ces médias-là, parce qu'ils contrôlaient vraiment mentalement la capacité africaine d'écoute. Bon, il y a déconnexion. Macron, c'est le président de l'abandon. C'est le président qui a perdu. Hein? Avant lui, Hollande avait encore un peu l'oreille des Africains. Il avait réussi à se faire flatter ici à Bamako, alors qu'il préparait une invasion déguisée du Mali par les troupes néocolonialistes françaises sous couvert de combattre ce qu'ils appelaient abusivement alors, entre guillemets, les djihadistes. Hollande est le dernier président français à avoir réussi à endormir un tant soit peu la vigilance des Africains. Avec Macron, les opinions se sont complètement libérées. On le regarde simplement comme Monsieur Lagaffe, Monsieur Pandore, Monsieur n'importe quoi, Monsieur qui chiffonne la France, Monsieur qui a conduit la parole publique française à sa forme la plus nulle, la plus plate, la plus vile, la plus inutile. Même en France, les Français n'écoutent pas les discours de Macron. On ne l'écoute pas. Bon, il y a des familles où certains le subissent encore, mais on l'entend sans l'écouter. Parce qu'on sait que c'est un président qui ne dit rien. Il a dit une chose et son contraire, il fait le contraire de ce qu'il dit, et il est le plus inexpérimenté des dirigeants de la 5e République française. C'est Monsieur Lagaffe. Bon. Alors, il m'en veut parce que je fais partie de ceux qui ont clairement montré que le néocolonialisme ne vaut rien, intellectuellement. Parce que pendant longtemps, le néocolonialisme essayait de nous brimer sur le plan théorique. Le néocolonialisme essayait de nous contrôler mentalement. Le néocolonialisme se présentait encore comme une espèce d'obligation intellectuelle qu'il fallait satisfaire afin d'être admis et reconnu comme un intellectuel. Le néocolonialisme réussissait encore à plier les intelligences, à forcer les intelligences des Africains à accorder un certain bénéfice du doute à la France. Alors même qu'elle a accompli des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques incalculables et indiscutables, il fallait essayer de dire que ce n'est pas grave pour exister. Cette espèce de terreur scientifique, cette terreur épistémique organisée par la pensée néocolonialiste, elle a cessé d'avoir son effet parce que nous avons continué avec acharnement, avec persévérance à démonter les raisonnements fallacieux du néocolonialisme. Et je vais vous en donner une illustration. L'illustration est tirée de l'arrêté
inquisitoire, l'arrêté arbitraire, lâche et brutal que Macron a fait signer à 2 de ses ministres contre moi. Macron a fait signer à 2 de ses ministres un arrêté dans lequel, entre autres, d'abord, il considère que moi, je suis un agent de la Fédération de Russie et que, en tant qu'agent de la Fédération de Russie et de ce qu'ils appellent abusivement les jeunes sahéliennes, j'ai saboté le récit, le narratif néocolonialiste français et qu'à ce titre, je mérite, pour ainsi dire, la peine de mort sociale, économique, avant la peine de mort physique, qui, on le sait, chez les néocolonialistes français, est toujours un argument disponible. Donc, alors, Macron, il me reproche ça. Je vais juste prendre une bonne machine, parce que ici, ça traîne. Je vais vous donner maintenant un exercice d'application pour voir comment la guerre des narratifs se produit. Un exemple très pratique nous est donné ici par ce qu'il me reproche. Ce qu'il me reproche. Alors, hop. Le gouvernement français a gelé les avoirs de Franklin. Je vais vous trouver l'extrait qui m'intéresse. Que le professeur Camerounais qualifie de prison intéminée et son procédure contradictoire. L'extrait qui m'intéresse dans le... Franklin Niamsi, philosophe. Je l'ai mis en lumière. Je voudrais simplement vraiment vous le lire in extenso, mais ça télécharge un peu lentement. J'espère que ça va le faire pour que je puisse aisément vous montrer ça. Alors, hop. Alors, très bien, je crois que j'y suis. Voilà. Très bien, c'est cette page-là. Voilà. On trouve dans l'arrêté, eh bien, l'accusation suivante. Franklin Niamsi s'est fait l'écho des accusations portées par le Mali à l'encontre d'un diplomate français de complotisme et de tentative de coup d'État. En publiant entre le 14 et le 19 août 2025, pas moins de 15 publications sur Facebook, reprenant la photographie de ce diplomate, accompagné du commentaire suivant, citation d'un de mes commentaires, le mercenaire français, ils n'ont pas donné son nom, eh bien, arrêté au Mali pour complot de coup d'État. Le mercenaire français arrêté au Mali, il ne cite pas le nom, pourtant j'avais cité son nom. Très bien. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple parce qu'il illustre parfaitement ce que j'essaie de vous expliquer, la guerre des narratifs. Pour les néocolonialistes français, pour Macron et ses ministres inquisiteurs, l'individu qui a été arrêté au Mali au mois d'août passé est un diplomate. Alors que le Mali l'a arrêté au motif que celui-ci est un espion français de la DGSE qui participait aux préparatifs du complot que certains militaires maliens, soutenus par Paris, voulaient effectuer contre le régime du président Assimi Goïta. Vous avez deux versions. Macron dit que le lieutenant-colonel, eh bien, comment il s'appelle d'ailleurs? Je redonne son nom. On a son nom ici. Yann, voilà. Yann Vivier, Yann Vézilier, pardon. Macron dit que le lieutenant-colonel Yann Vézilier, pourtant j'avais précisé son nom, Macron dit que c'est un diplomate. Le Mali dit que Yann Vézilier est un agent de la DGSE, donc un espion français, qui est impliqué dans la tentative de coup d'État qui a été perpétrée par certains officiers maliens contre le régime du président Assimi Goïta. Voilà les deux versions. Pour Emmanuel Macron,
moi, Franklin Nyamsi, je devrais répéter le narratif de Macron, selon lequel le lieutenant-colonel Yann Vézilier, pourtant membre de la DGSE, je dois simplement l'appeler diplomate. Ça illustre très bien cette logique du néocolonialisme français. Eux, ils ont décidé que leur espion, mercenaire, qu'ils ont envoyé pour renverser Assimi Goïta, s'appelle diplomate. Ils l'ont dit. Donc, il s'ensuit que, si on ne veut pas avoir de problème avec eux, on doit répéter que Yann Vézilier est essentiellement un diplomate. On ne doit pas dire qu'il est un agent de la DGSE. On ne doit pas dire que c'est un espion. Et on ne doit même pas donner crédit aux autorités maliennes quand elles disent qu'il a été pris en train de participer et de faciliter les préparatifs du coup d'État contre le président Assimi Goïta. Vous voyez, voilà un exemple concret de l'arrogance diabolique du néocolonialisme français. On prend un mercenaire, un Bob Denard du 21e siècle, un lieutenant-colonel appelé Yann Vézilier. On le prend, on l'identifie comme agent de la DGSE. Certes, membre de l'ambassade de France à Bamako. Ok, d'accord. Mais agent de la DGSE. On le prend parce qu'on l'a pris en pleine activité de complot. Activité de complot contre le Mali. Les autorités maliennes s'expriment et l'accusent nommément. Macron et ses communicants sortent pour dire qu'on ne doit même pas donner le nom du monsieur. On ne doit pas dire qu'il s'appelle Yann Vézilier. Et ils vont plus loin, on ne doit seulement dire qu'il est diplomate. Or, moi, je vous pose la question. Entre la parole de Macron, qui est un menteur fiefé, un mythomane de premier niveau, et la parole d'Assimi Goïta, qui lui est un panafricaniste révolutionnaire, un chef d'État courageux qui se bat pour la souveraineté de son peuple. À votre avis, quelle est la parole qui a plus de valeur? Quand Macron me dit c'est un diplomate, et Assimi Goïta me dit c'est un putschiste, c'est un mercenaire, c'est un agent de la DGSE, à votre avis, qui dois-je croire? Eu égard au parcours de Macron, qui est un menteur avéré, un mystificateur, un manipulateur de l'information. Et cela est reconnu de notoriété en France. Il est capable de dire une chose et son contraire le même jour, sans difficulté, Macron. Dites-moi sincèrement, qui vais-je écouter quand j'ai ces deux hommes-là? L'un dit, Yann Vézilier est un agent de la DGSE. C'est un espion français qui a aidé aux préparatifs du coup d'État contre moi. Voilà ce que dit le président Assimi Goïta. Macron dit, Yann Vézilier est seulement un diplomate. Qui dois-je croire? Bon, en tant qu'intellectuel, je pars d'abord du principe que je dois croire celui qui dit souvent la vérité. Mais ça ne suffit pas. Je dois moi aussi mener mes propres enquêtes pour vérifier lequel des deux a dit la vérité. Et la moindre enquête sur Yann Christian Bernard Vézilier permet de savoir que c'est bel et bien un agent de la DGSE. Que c'est un espion professionnel. Ça, c'est ce que prouve la moindre enquête. Et à partir de là, on sait déjà que Macron ment. Parce que Macron n'a pas voulu avouer que c'était un membre de la DGSE. Est-ce que vous savez, il n'a pas suffi de faire une enquête sur Internet pour savoir que c'est un membre de la DGSE. Un directeur en exercice ou un ancien directeur de la DGSE, au hasard d'une interview, a fait preuve de compassion envers son collègue détenu au Mali. C'est comme ça qu'on a su aussi par la bouche d'un officiel français que Yann Vézilier était bel et bien un agent de la DGSE. Parce que dans la première version que Macron a donnée à propos de Yann Vézilier, on a seulement voulu dire que c'est un diplomate. Il était hors de question qu'on accepte qu'il soit présenté comme un membre de la DGSE, un espion professionnel. Par la suite, Le Monde, Jeune Afrique, la Deutsche Welle, l'AFP, tous les journaux français ont fini par reconnaître que Yann Vézilier était bel et bien un espion de la Direction générale des services extérieurs français. C'est-à-dire que nous avons eu raison d'accorder du crédit à la parole du président Assimi Goïta et ensuite de poursuivre notre enquête pour vérifier que le président Assimi Goïta et ses compagnons du gouvernement du Mali n'ont pas menti. Je vous donne cet exemple pour que vous voyez exactement ce que nous demande le néocolonialisme français. Le néocolonialisme français nous demande de mentir. D'abord, de mentir devant le peuple français. Il nous demande de mentir aux Africains. Il nous demande de nous mentir à nous-mêmes. Le néocolonialisme français nous demande de renoncer à notre capacité de sujet de la connaissance. C'est-à-dire de renoncer
à l'aptitude que le Tout-Puissant nous a donnée de faire usage des 5 facultés que nous avons, la sensibilité, l'imagination, l'entendement, la raison et la volonté, alors que le néocolonialisme français nous demande de renoncer à l'usage de ces facultés pour répéter ces faussetés. Dans l'arrêté pris par Macron contre moi, il y a l'accusation que j'ai traité le diplomate de mercenaire. Je ne l'ai pas traité de mercenaire, je l'ai décrit, car c'est bel et bien un mercenaire. J'ai dit que c'était un espion français. Mais c'est bel et bien un espion français, c'est un fait. J'ai dit qu'il est impliqué dans le coup d'État qui a été tenté contre les autorités du Mali. Cela aussi est un fait qui a l'estampille d'un État. Un État qui n'est pas un État néocolonial, qui n'est pas un État colonial, qui n'est pas un État négrier, et qui a le bénéfice du doute quand il est comparé à l'État français. Donc, Macron qui devrait vérifier que la plupart des médias officiels, même France 24, ont reconnu que Vézilier était un espion, Macron ne fait pas cette vérification-là. Il faut pendre haut et court l'Africain, le panafricaniste, qui a osé appeler un espion par son nom. Alors, je m'arrête pour poser la question à Macron. Comment on doit appeler Bob Denard? Bob Denard qui, au nom des services français, a perpétré de nombreux coups d'État en Afrique, on doit l'appeler comment? On ne doit pas l'appeler mercenaire? Il faut trembler à l'idée de dire que Bob Denard était un mercenaire de la France en Afrique. Mais comment on doit appeler? Eh bien, tous ces officiers de la DGSE qui ont participé à l'assassinat, tous ces officiers des services secrets français qui ont participé à l'assassinat de plusieurs personnalités à travers le monde. Je voudrais citer ici William Bechtel, qui travaillait pour la SDES ou le SDES, et qui est coupable de l'assassinat du président de l'Union des populations du Cameroun. En novembre 1960, à Genève, le docteur Félix Roland Moumié. Comment voulez-vous, Macron, que j'appelle Bechtel, William, celui qui a mis de la mort au rat dans le verre de Ricard de Félix Moumié pour que Moumié meure et que la France continue à contrôler le Cameroun à travers ses vassaux Aïdjo et Biya? Comment voulez-vous que nous appelions Bechtel? Comment voulez-vous que nous appelions De Gaulle qui a envoyé Bechtel, Focard qui a envoyé Bechtel tuer Moumié? Nous devons les appeler comment? Ce sont des assassins, des criminels d'État. C'est ce qu'ils sont. Quand vous envoyez un lieutenant-colonel de la DGSE se mêler des affaires internes du Mali, comploter contre le Mali, ce que vous faites là, c'est une tentative d'assassinat. Et vous ne voulez pas qu'on nomme ce que vous faites. Vous faites des choses, mais vous ne voulez pas qu'on les nomme. Alors que l'Afrique n'en est plus là. L'opinion africaine n'en est plus à attendre votre autorisation de nommer les choses. Le narratif panafricaniste ne consulte même plus votre point de vue. Votre point de vue ne compte pas quand nous avons à décrire la réalité de nos vies en Afrique. Nous décrivons la réalité de nos vies avec les outils conceptuels que nous avons forgés et que nous assumons. Nous n'avons pas besoin de votre accord pour dire que Yann Vézilier est un mercenaire, pour dire que c'est un putschiste. Ce sont les mêmes dirigeants français qui appellent les dirigeants panafricanistes sahéliens les chefs de junte. Alors qu'ils ont imposé des tas de chefs de junte, si on prend la même terminologie, dans plusieurs pays voisins. Ils ont imposé des dirigeants civils par viol constitutionnel, par fraude électorale, dans plusieurs pays africains. C'est le néocolonialisme français qui parle avec mépris des présidents maliens, burkinabés et nigériens, les juntes sahéliennes. Comment on appelle le régime qui est au pouvoir au Gabon? Comment on appelle le régime qui est au pouvoir au Cameroun? Comment on appelle le régime qui est au pouvoir au Congo? Comment on appelle le régime qui est au pouvoir en Guinée? Comment on appelle le régime qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire? Comment vous les appelez? On a vu d'ailleurs, pour l'installation du nouveau président tchadien, M. Macron en personne, les 22-23 novembre 2021, en N'Djamena, pour installer le fils, le futur maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Macron est venu l'installer personnellement. Et il a présidé aux obsèques de son père. Comment vous avez appelé ce régime-là? Donc, il y a comme une espèce de prétention
à pouvoir dicter aux Africains les mots qu'ils doivent utiliser pour décrire leur réalité. Ça, c'est la prétention du néocolonialisme. D'où il faut tirer une leçon de tout ceci. Je vous ai donné cet exemple. Nous, Africains de ce temps, que nous vivions en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique, nous devons mettre un terme à la terreur épistémique, à la terreur scientifique, à la terreur psychologique du néocolonialisme français. Nous devons nommer les choses en fonction de notre compréhension et de nos intérêts. Non pas en fonction de leur compréhension et de leurs intérêts. Eux, ils appellent Yann, eh bien, Christian Bernard Vézilier, ils l'appellent diplomate. Nous, on l'appelle lieutenant-colonel, mercenaire, espion de la DGSE, putschiste. C'est ce qu'il est. Eux, ils appellent Alassane Dramane Ouattara président de la République. Nous, nous disons que c'est un satrape reptilien. C'est ce qu'il est. Beaucoup de ceux qu'ils appellent présidents, nous les appelons autocrates, dictateurs. C'est ce qu'ils sont. Oui. Nous devons résister au niveau terminologique. Nous ne devons pas leur laisser le loisir de continuer à nous dicter les mots, les termes que nous devons employer pour désigner, eh bien, nos propres réalités. Alors donc, M. Macron, vous me reprochez de ne pas avoir appelé M. Yann Christian Bernard Vézilier du nom de diplomate. C'est parce que j'estime qu'il n'est pas resté dans le cadre de ses fonctions de diplomate. Il est sorti du cadre de ses fonctions de diplomate pour aller jouer les espions à l'intérieur du Mali, fouiner dans les affaires intérieures maliennes. Il est allé s'associer avec des officiers qui voulaient renverser le président Assimi Goïta. C'est ce qu'il a fait. À partir de là, c'est un putschiste. C'est un mercenaire, c'est un putschiste, c'est un espion. C'est ce qu'il est. Et ce n'est pas parce que vous me menacez en m'arrachant tous les biens que je peux avoir en France que ça va changer la dénomination de Yann Christian Bernard Vézilier. C'est un mercenaire, c'est un putschiste, c'est un espion néocolonialiste. C'est ce qu'il est. Et vous ne pourrez plus jamais dicter aux Africains la terminologie idoine pour parler de leurs affaires. C'est terminé pour vous, Macron. Vous n'aurez jamais plus le pouvoir de nous imposer les mots à utiliser pour raconter nos mots. Les mots à utiliser, M-O-T-S, pour raconter nos mots, M-A-U-X. Et voilà pourquoi, ici au Sahel, on vous sert en retour toutes les terminologies eh bien, méprisantes que vous croyez pouvoir utiliser pour écraser les Sahéliens. Vous appelez les dirigeants du Sahel les chefs de junte, on vous appelle la junte française. Vous les traitez de tyrans, nous, on vous traite d'autocrate, le petit autocrate français. C'est ce que vous êtes, Macron. La preuve, hein, vous spoliez des citoyens innocents. Vous combattez la liberté d'expression, de penser. J'en suis la preuve incarnée. Ah, vous dites, ah oui, ils sont sous influence russe. Vous êtes un misérable vassal de l'impérialisme américain. Tout ce que vous allez dire maintenant pour flétrir les Africains vous sera servi au centuple, Macron. Ah oui, moi j'agis sous influence russe, mais vous êtes un misérable valet du deep state et du néocolonialisme, de l'impérialisme financier américain. C'est ce que vous êtes, Macron. Mot pour mot, c'est ce que vous êtes. Si vous pensez que moi j'agis sous influence russe, un, c'est faux, et de deux, vous êtes par contre un simple pion. Regardez comment il vous méprise, Trump, Macron. Regardez comment Trump vous méprise. Vous avez convoqué son ambassadeur. Il s'en fiche, il est allé manger sa pizza. Il a commandé une pizza, il est allé la manger, son ambassadeur. Il n'a rien à foutre de vous. Vous osez me présenter comme un individu sous influence de la Russie, alors que vous, on voit l'Amérique vous malmener, vous tiraillez comme un caniche. On voit Donald Trump se moquer même de vos lunettes, se moquer de votre œil poché. C'est vous qui venez me parler, me traiter d'individu sous influence. Donc, africaines, africains, amis panafricanistes, nous devons faire la liste des mots infamants utilisés par les néocolonialistes français pour offenser les Africains. Et on doit leur servir l'antithèse. Il faut leur servir, eh bien, la dose opposée. Ils ne vont comprendre que le temps où ils nous imposaient ce que nous devons penser est fini, que quand nous leur répondrons pied à pied, virgule après virgule,
Comme l'a dit un jour ici, l'homme à la parole orthogonale, pour chaque mot de travers, ils vont nous entendre. Alors, c'est terminé. La brimade, l'intimidation. Et c'est pour ça que je vous le dis souvent dans ma propre langue maternelle, celle que je maîtrise le mieux. En attendant de progresser toujours davantage dans le bambara. Je peux vous le dire tranquillement. Où est Macron? On l'a obémé, on l'a obémé soul. On l'a obémé tojam tojara. Où est mais cocon au Russie? Donc là où est un cocon au Amérique. Benga qui américain yan ouais à Macron. Oui Jomur, so Jomur bilim à Macron. Sondab lona nasu moku ya simi goita. Aye lieutenant-colonel, aye cocon DGSE. Ba gwel lien ba hayemo. Mais quand les cocon DGSE ni ba gwel. Ouais to, mais c'est bien les diplomates. Diplomate qui à Macron. Wenje. Wenje, aye y a un bel diplomate. Aye cocon. Beaucoup cocon pour la si. Énorme longueur. Donc, disons-lui cela dans toutes nos langues à Macron. Que l'Afrique n'a plus besoin de savoir ce que le type qui est à l'Élysée pense. On s'en fout de ce qu'il pense. J'aime beaucoup cette réponse que Tolstoï, Piotr Tolstoï, hein, le vice-président de la Douma russe, a fait un jour à une journaliste qui lui disait, alors, le président Emmanuel Macron a dit, il dit, on s'en fout de Macron. Tolstoï a coupé court. Il dit, on s'en fout de Tolstoï, on s'en fout. Oui, j'ai compris que c'est perturbé, mes chers amis. Je vais vous reposter la vidéo plus tard sur la grande chaîne. Je vais vous la reposter. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Il faut que Macron sache qu'on se fiche pas mal de ce que lui il pense. On a tourné la page. Mais ça va passer par la justice, la vérité, la solidarité. Ça va passer par les réparations. Rien ne passera par perte et profit dans la nouvelle relation entre l'Afrique et les autres parties du monde. Tout va être remis à plat. Et les coupables vont payer. Les coupables vont payer. C'est trop facile. Nous ne sommes pas dans le narratif néocolonialiste. Les coupables vont payer. Mais je vous remercie, mes chers amis.